Bonsoir. Je vous laisse vous asseoir toutes et tous. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue à cette cérémonie du Grand Témoin 2025. Alors qu'est-ce qu'il y a sous ce terme assez impressionnant, voire écrasant de Grand Témoin? Déjà, il faut vous dire que cette cérémonie, elle est annuelle chaque année pour accueillir les élèves en bachelor première année. Une personnalité issue du monde scientifique vient partager ses connaissances et ses convictions acquises au fil de son parcours. On peut vous citer comme ça quelques témoins, grands témoins passés. Il y a eu l'astronaute Claude Nicollier, le directeur général du CICR, Robert Mardini, ou encore l'année dernière Céleste Saolo, docteur en sciences de l'atmosphère, qui était devenue la première femme et la première ressortissante sud-américaine à avoir pris la direction de l'Organisation météorologique mondiale. Donc, vous l'aurez compris, cette cérémonie du Grand Témoin, c'est vraiment l'occasion de rencontrer des personnalités qui ont mis leur formation scientifique au service de leurs valeurs, de leurs engagements, et qui font la différence vraiment dans leur domaine. Ce sont des témoins, en fait, privilégiés, mais pas seulement témoins, des défis auxquels nous sommes toutes et tous confrontés, et notamment des défis environnementaux. Et cette année ne déroge pas à cette tradition, puisque nous accueillerons la paléoclimatologue française Valérie Masson-Delmotte. Elle est actuellement directrice de recherche au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Durant sa carrière, qu'on va détailler plus tard durant cette soirée, elle a notamment coprésidé le groupe principal du GIEC de 2015 à 2023. Donc on se réjouit évidemment de vous proposer cette rencontre. Et rencontre, c'en est vraiment une, puisque vous aurez l'occasion de lui poser toutes les questions que vous souhaitez en deuxième partie de soirée, donc à partir de 18h30. Voilà. Avant d'accueillir notre grand témoin 2025, il nous faut vous délivrer quelques informations sur ces cours que vous vous apprêtez à suivre à l'EPFL, plus spécifiquement le tout nouveau cours durabilité, puisque cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de cet enseignement. Et cela, j'en laisse la tâche aux responsables. Le premier qui va venir sur scène vous en parler est physicien. La physique des plasmas, le tokamak, je ne sais pas si ça vous parle, la recherche en fusion contrôlée, ça c'est vraiment son domaine. Et ce soir, il est avec nous en qualité de vice-président académique et provost. Merci donc d'accueillir le professeur Ambrogio Fasoli. Merci Anne-Laure, c'est un grand plaisir, une grande émotion que j'ai ce soir d'être avec vous. C'est en fait ma première sortie officielle, en tout cas dans cette dimension comme provost. Mais aussi, j'ai une émotion particulière parce que j'étais dans la première équipe qui a conçu, monté et aussi enseigné les cours qui étaient jusqu'à cette année, justement, de première année, pour tous les étudiants, toutes les étudiants de notre école, pour les préparer aux grands enjeux de notre planète et de notre société. C'est ce qu'on appelait les cours, et on appelle les cours enjeux globaux, qui permettent une approche interdisciplinaire à différentes thématiques, dont l'alimentation, le climat, la communication, l'énergie, la mobilité et la santé. Donc les thématiques cruciales pour notre société et notre planète. Comme j'ai dit, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à début de cette année, on avait ça la première année. Mais en dialoguant avec vous, ou plutôt vos prédécesseurs, on s'est rendu compte que ce qui était vraiment l'élément sous-jacent à tout ça est la durabilité. Et que cet élément, donc, devait être introduit plutôt en amont de tous les autres sujets. Et c'est pourquoi, à partir de cette année, on commence en première année par un cours de durabilité et on aura les cours sur les enjeux globaux l'année prochaine pour vous. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, en fait. C'est pour ça qu'on est là, et c'est pour lancer ce nouveau cours commun à tout le monde. C'est pour ça que vous êtes si nombreuses et nombreux, entièrement dédié à la durabilité. Donc, ENV 101, durabilité. Et nous sommes vraiment ravis de le faire. Nous considérons qu'il est fondamental pour vous, donc la nouvelle génération des diplômés de l'EPFL, que vous soyez formés aux sciences soutenant les défis de la société
dont la durabilité est l'axe central. L'objectif est donc de vous donner les bases, les outils nécessaires pour que vous puissiez intégrer les enjeux socio-économiques dans toutes vos activités futures. Ce socle commun souligne l'engagement de la direction de l'EPFL en général pour la durabilité et est le résultat d'un travail qui a été conduit sur, je pense, 3 ans en collaboration entre la vice-présidente académique, que j'ai l'honneur de présider dès janvier, et l'équipe durabilité de l'EPFL dans un groupe qu'on a nommé Tech for Sustainability. Tout le long de l'élaboration de la stratégie et de détails de mise en place de ce cours, plusieurs étudiantes et étudiants, notamment de la GEPOLI, et de ce qu'on appelle la Convergence, qui est un regroupement d'associations engagées sur la question de durabilité, ou plutôt sur les questions en général de durabilité, nous ont accompagnés. Cette contribution a été extrêmement précieuse. C'est pour ça que je tiens vraiment à remercier tous ces gens qui ont participé pour leur engagement. Donc la stratégie que nous avons peaufinée avec ce groupe s'articule autour de 3 piliers. Je pense qu'on va les voir sur la slide. Donc, le premier pilier est constitué par le cours qu'on lance ce soir, le cours de durabilité, qui est commun à tout le monde. C'est un socle commun, donc pour vous toutes et tous, en première année bachelor, évidemment, et le but est d'offrir une vision systématique des enjeux socio-environnementaux. Dans la suite, vous voyez, vous auriez 2 cours sur les questions de durabilité qui sont plus spécifiques à votre section, donc ce que vous avez choisi comme vos thèmes préférés, en bachelor et master. Et c'est nécessaire de faire cela, non seulement pour avoir une vision d'ensemble, mais aussi pour vous former en tant que professionnel responsable dans vos domaines respectifs. Enfin, le 3e pilier vise à intégrer les enjeux de durabilité dans d'autres cours de l'EPFL, dans beaucoup d'autres cours de l'EPFL, afin de compléter et enrichir l'offre qui existe. Ce cours de première année, qu'on lance ce soir, est confié à la section SIE, Sciences et Ingénierie de l'Environnement, et il est intégré au programme Sciences humaines et sociales. Cet aspect dual, la combinaison de ces 2 domaines, permet donc une approche interdisciplinaire. Je suis absolument sûr que vous trouverez ce cours non seulement utile et intéressant, mais je pense aussi très agréable et même amusant. Donc encore une fois, 1000 merci aux équipes qui ont été engagées pour établir la structure et le contenu de ce cours. 1000 merci à vous pour votre attention et bon vent à vous toutes et tous. C'était donc le professeur Ambrogio Fasoli, vice-président académique et provost. Ce cours durabilité s'inscrit dans le programme SHS, Sciences humaines et sociales, délivré au sein du CDH, le Collège des humanités, qui organise cette cérémonie du GDT, voilà, du grand témoin, ça fait plein d'acronymes. Ce côté poupée russe comme ça peut donner le vertige, donc on va éclaircir tout cela encore. Je vous propose d'accueillir sur scène à présent le directeur du programme SHS, le professeur Rudolf Marer. J'aimerais vous parler d'un message que j'ai reçu il y a 1 mois. Quand je l'ai reçu, je ne m'étais pas encore demandé comment j'allais vous expliquer, comme le fait chaque année le directeur du programme SHS, pourquoi il est essentiel que vous, futurs ingénieurs, vous receviez une formation en sciences humaines. Pourquoi, autrement dit, il existe à l'EPFL un programme SHS. Parce que vous l'avez compris peut-être déjà, il y a beaucoup d'informations ce soir, et comme vient de l'indiquer notre provost, le cours durabilité marque le début, votre entrée dans votre parcours en sciences humaines et sociales à l'EPFL. Ce message donc me vient de Richard Drayton, professeur d'histoire au King's College de Londres. Il l'a écrit à l'adresse de ses propres étudiants de première année,
alors qu'il était en train de corriger leurs premiers travaux universitaires, et ce contexte a toute son importance. Il l'a envoyé à quelques autres collègues avec qui il voulait partager son sentiment, et voilà que je le partage à mon tour avec vous, qui venez vous aussi de passer votre premier semestre universitaire. Toutes mes félicitations. Voyez donc ce que Richard Drayton écrit à ses étudiants. Je le cite. « Nous entrons dans une période de l'histoire où l'humanité est profondément divisée. Il va y avoir, d'un côté, une minorité qui aura les compétences et le pouvoir de lire attentivement, de comprendre des textes complexes, d'organiser sa pensée, d'identifier des problèmes et de composer des discours qui expriment leurs idées clairement et procurent ainsi une extension à notre humanité. D'un autre côté, il va y avoir une majorité dont les pensées et les sentiments dépendent de la médiation des ordinateurs, incapables de lire quoi que ce soit d'élaboré ou de mettre en relation un texte avec son contexte, condamnés à se faire l'écho des machines qui elles-mêmes se font l'écho de ce que nous avons fait et dit dans le passé. Cette majorité sera un troupeau gardé par les États, tondu par les compagnies. Les choses, poursuit-il, pourraient ne pas s'arranger au fil du temps. Les machines bientôt feront écho à leur propre voix, puisque les nouveaux modèles d'IA se mettent à s'entraîner sur des données produites par les modèles antérieurs. Médiatisée dans l'espace numérique, notre culture se déconnectera progressivement de l'expérience humaine. Je veux, conclut-il, je veux désespérément que vous, étudiantes et étudiants, vous fassiez partie de la minorité, celle qui conserve et cultive le pouvoir de l'intelligence humaine et qui transmet aux générations futures ses compétences fondamentales, la pensée critique, la lecture profonde, l'écriture engagée et créative, la conscience de notre place dans l'écosystème. Ne vous privez pas de l'occasion de devenir pleinement humain, car c'est ça que vous apporte votre formation en sciences humaines. La version que Richard Drayton propose de ce qu'on appelle la fracture numérique n'est pas particulièrement euphorique. Je ne partage pas avec vous cette vision pour que vous l'adoptiez, mais parce qu'elle mérite, à mon sens, d'être prise en considération. Je ne suis pas historien, je suis linguiste, mais je dois avouer que ce que j'observe dans mes travaux actuels sur les productions de textes assistées par l'intelligence artificielle générative me rendent assez réceptif à la vision de Drayton. Ce qui m'intéresse évidemment avant tout dans son propos, c'est la place centrale qu'il accorde aux humanités. Avec les quelques 60 enseignants du programme SHS, nous sommes là pour vous aider à penser les relations entre le vivant, le technologique et le social, avec toutes les disciplines qui ont pris cette relation pour objet. Parce que ni les technologies ni les savoirs scientifiques ne suffisent seuls à changer les pratiques sociales, la votation du 9 février dernier à propos de la réinscription de l'économie dans les limites planétaires l'ont encore montré, l'ingénieur doit saisir les enjeux éthiques, historiques, linguistiques, psychologiques, économiques ou encore juridiques du monde dans lequel il veut et va contribuer au changement. Organisé autour de cette mission, vous faire découvrir les sciences humaines dans leur diversité, le programme défend également des valeurs transversales qui sont au centre de la pâquerette ici. Penser la durabilité non comme un frein, mais comme un stimulateur de créativité. Penser la diversité des cultures et des langues non comme un obstacle, mais comme un démultiplieur d'intelligence et de sensibilité. Penser la collaboration scientifique non comme une compétition individualiste et féroce, mais comme une mission commune et distribuée dont chaque avancée est une victoire pour la communauté scientifique dans son ensemble et la société. Le parcours en sciences humaines que vous offre les PFL, en collaboration étroite avec l'UNIL, commence aujourd'hui même avec le cours Environnement 101. Parce que la durabilité, cette préoccupation joyeuse pour un partage de nos conditions de vie, non seulement dans le présent, mais aussi dans le futur, la durabilité n'est pas l'affaire d'une discipline, c'est l'affaire de toutes les disciplines. Vous imaginez au passage ce qu'a pu représenter la mise sur pied d'un cours adressé simultanément à 2000 étudiants. Toute l'école s'y est mise ou presque, enseignantes, doctorantes, de toutes les sections, et même des étudiants formés pendant un semestre de master dans le cadre d'un cours SHS. Et parmi le grand nombre des collègues à remercier ce soir, ceux à qui je pense particulièrement maintenant, ce sont les enseignants du cours intitulé « Comment enseigner la durabilité ?» Tamara Milosevic, Elena Kovac et Augustin Franière, et à tous leurs étudiants qui seront vos tutrices et vos tuteurs durant ce semestre
et les ateliers de ce cours, et encore les doctorants de l'EPFL qui ont accepté de rejoindre l'équipe. Après ce premier cours SHS, de durabilité donc, vous aurez ensuite un autre cours intitulé « Enjeux mondiaux », dont le provost vient de vous parler tout à l'heure parce qu'il y a enseigné lui-même. Ce cours vous offre la possibilité de choisir parmi une quinzaine une problématique qui touche toutes les populations à travers le monde et les générations, comme la santé, l'alimentation ou l'IA, et que vous étudierez de manière systémique, à la fois sous l'angle des sciences de la vie et de la technologie, et sous l'angle des sciences humaines. En BA4, vous entamerez le second bloc de votre formation en sciences en SHS. Il consistera en une introduction aux objets et aux méthodes des sciences humaines, selon une large palette de cours représentant toutes les disciplines que la pâquerette présentait tout à l'heure, et parmi lesquelles vous pourrez choisir librement, enfin dans la limite des places disponibles, préciseraient les deux coordinatrices du programme, Nejia Damouni et Christine Farget, que j'en profite pour remercier chaleureusement de leur soutien et de leur énergie constante. Enfin, le master SHS vous donne l'occasion d'approfondir l'une des sciences humaines découvertes en bachelor lors d'un cours annuel dont le semestre de printemps est entièrement dédié à un projet personnel, qu'il soit individuel ou collectif. Voilà donc, Robert Drayton donne aux sciences humaines l'objectif de nous rendre pleinement humains. Quelle lourde responsabilité pour nous toutes et tous ici qui enseignons ou qui étudions dans le programme SHS de l'EPFL. Mais lorsque nous abordons le travail de tous les jours avec modestie, les objectifs élevés ne nous écrasent pas, ils nous élèvent. Je vous souhaite donc à toutes et à tous, étudiantes et étudiants, mais aussi enseignantes et enseignants, un parcours SHS qui accroisse notre humanité. C'était donc le professeur Rudolf Mahrer, directeur du programme SHS, qui, comme il vous l'a dit, est linguiste, professeur de linguistique française. Sa spécialité, c'est la génétique textuelle. Donc si vous vous demandez ce que c'est, bien, vous pourrez toujours aller le voir à la fin de cette cérémonie et peut-être plus tard suivre l'un de ses cours, mais ce n'est pas à partir de bachelor. En tous les cas, la linguistique est au programme de ces SHS dès à présent, dès le bachelor, donc vous pouvez évidemment vous y inscrire. Comme Ambrogio Fasoli l'a mentionné initialement, ce cours durabilité relève aussi de la section SIE, Sciences et Ingénierie de l'Environnement. En quoi ce cours va-t-il consister exactement ? Je laisse Alexis Berne, co-directeur de la section SIE, vous en dire davantage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous ce soir au nom de la section SIE, donc Sciences et Ingénierie de l'Environnement, pour le lancement de ce nouveau cours en durabilité. L'environnement est au cœur de la formation proposée par la section SIE, organisée autour des 4 spécialisations que vous avez illustrées ici. Et vous aurez noté que le mot durabilité n'apparaît pas comme titre, comme mot-clé de ces spécialisations, mais il est important de noter que la durabilité est au cœur et dans toutes les dimensions de la formation proposée par la section SIE. Et ça s'explique que la section SIE est partie prenante, est impliquée depuis le début dans le processus de création de ce nouveau cours sur la durabilité. Comme l'ont rappelé Ambrogio et Rudolf, la section SIE s'est mobilisée avec la section SHS pour construire ce cours et vous offrir une perspective complémentaire aux cours de sciences de base plus traditionnels, plus classiques que vous avez eu au premier semestre et que vous aurez encore dans les semestres à venir. Ce cours de service, commun à toutes les étudiantes et les étudiants de première année, est à la fois nouveau et essentiel dans votre formation EPFL. Il met en effet en avant la durabilité sous toutes ses facettes et dans toute sa complexité, et a pour but de sensibiliser tous les étudiantes et les étudiants de l'EPFL au défi de construire un avenir durable. Ce défi, vous aurez à le relever dans quelques années, après vos études à l'EPFL, dans le cadre de vos activités professionnelles. Slide suivant. Je tiens ici à remercier particulièrement toute l'équipe enseignante, dont vous découvrez les visages ici, pour leur engagement dans cette aventure. Ils ont été partie prenante depuis le début. Et vous noterez la diversité des horizons académiques et professionnels, des affiliations à l'EPFL, à l'UNIL, à la ville de Lausanne.
Et il et elle se sont pleinement investis dans la création de ce cours pour en faire une contribution originale, essentielle à votre parcours de formation, encore une fois. Je n'ai pas le temps de tous les citer nommément, mais encore une fois, un grand merci à eux. Et je voudrais ajouter mes remerciements à Pierre-Yves Gilleron, l'adjoint de la section SIE, pour son aide précieuse au cours de ces années de création et de mise en place de ce nouveau cours. Et je suis sûr que vous aurez plaisir à retrouver toute cette équipe enseignante au cours du semestre qui démarre. J'en viens au contenu du cours, de ce cours durabilité, qui a été développé autour de 3 grands axes. Les limites planétaires et enjeux sociaux, qui définissent le contexte ainsi que les contraintes et les conditions limites qui s'imposent à tous. Les différents leviers de transformation existants avec leur potentiel et leurs limites, qui constituent les outils pour relever le défi de la durabilité. Et puis enfin, un module sur la pensée systémique, une approche permettant d'appréhender de manière globale la durabilité avec ses composantes diverses et variées. J'espère vous avoir convaincu de l'importance de ce cours à la fois pour la section SIE, mais surtout, aussi et surtout pour vous, étudiants qui démarrez ce cours ce semestre. Je vous remercie. C'était donc le professeur associé Alex Iberne, qui est co-directeur de cette section SIE. Notez que donc Alex Iberne, ses activités de recherche portent sur la télédétection radar et la variabilité des précipitations en régions montagneuses et polaires. D'ailleurs, il revient tout juste, c'est pour ça qu'il a très bonne mine, d'une expédition polaire. Voilà. Mais le cours qui nous intéresse tout particulièrement ce soir, vous l'avez remarqué, c'est ce nouveau cours durabilité, donc. Comment ce cours sera-t-il structuré? Eh bien, je laisse le professeur principal de ce cours vous répondre. Il s'agit du professeur Jérôme Chaplaz. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis évidemment très heureux de prendre la suite de mes collègues pour continuer cette soirée exceptionnelle durant laquelle on a le plaisir et l'honneur de recevoir Valérie Masson-Delmotte, qui a été une collègue de longue date en recherche. C'est un cours important, même s'il compte que 2 ECTS. J'espère que vous en êtes convaincus. Ça vous a déjà été dit, c'est un cours qui est à l'interface entre les sciences dites dures, les sciences humaines et sociales, l'économie, la politique. Et l'objectif, c'est vraiment de créer en vous, non seulement les ingénieurs très performants et très performantes qui sortiront de l'EPFL avec des nouvelles idées, de nouvelles technologies, mais surtout des ingénieurs éveillés, des ingénieurs qui comprennent les enjeux du monde aujourd'hui et qui réfléchissent leurs futurs produits, leur future empreinte professionnelle selon les prismes de la durabilité. On est clairement aujourd'hui face à un monde où, demain, le maître mot durabilité sera clairement à l'affiche. Alors, je vais vous donner quelques mots sur le format de ce cours, puisque vous avez eu le contenu présenté par Alexis. C'est un format assez inhabituel, inédit pour l'EPFL, puisque, comme vous imaginez, réunir 2000 étudiants dans une seule et même salle, on peut le faire ici, mais on ne peut pas le faire de manière régulière. Donc, il a fallu inventer quelque chose. Et en fait, on est parti sur un format de classe inversée. En fait, vous avez un apprentissage numérique. Vous allez chaque semaine aller voir les vidéos sur le MOOC. Vous aurez également des quiz, notés ou pas notés, auxquels vous devrez répondre avant le lundi à 9 h. Notez bien cela. Donc c'est un aspect très important pour préparer ensuite les séquences du mardi. Vous pourrez poser vos questions sur le forum et de discussion, et d'ailleurs vous pouvez y commencer dès ce soir, si vous en avez envie. Chaque semaine, avant chaque cours, vous aurez en fait 5 jours pour préparer, visualiser et préparer vos questions. Alors le mardi, comment ça va se passer? En fait, il y aura 2 séquences. Il y aura d'une part une vidéoconférence avec l'enseignant de la semaine. Donc ça, ce sera soit de 17h15 à 18h, soit de 18h15 à 19h en fonction du groupe dans lequel vous vous retrouverez. Et ça aura pour objectif d'approfondir le contenu des vidéos, de poser des questions à l'enseignant ou à l'enseignante, et puis en fait de découvrir potentiellement la perspective donnée par cet enseignant ou enseignante sur ces questions de durabilité. Et puis dans l'autre partie, donc dans l'autre créneau de 45 minutes, vous aurez un atelier interactif qui vous permettra d'assimiler les cours en pratique et qui vous permettra de développer des compétences transversales. Alors ce cours, il sera assuré par 3 ou 4 étudiants
qui ont été en master, qui ont été formés, comme ça a été expliqué auparavant, et qui seront assistés par 1 ou 2 assistants doctorants, doctorantes. Vous allez être divisés en groupes. Vous aurez des groupes de 60 personnes, quand même une belle taille, et vous serez amenés à rester dans le même groupe pour chaque atelier. La deuxième partie du semestre, vous allez être dans des groupes plus petits, vous serez dans des groupes de 5, qui seront choisis en fait parmi les 60 du groupe dans lequel vous vous retrouvez pour l'instant. Et ça vous permettra de travailler sur une étude de cas de ce qu'est la pensée systémique sur la durabilité. Et vous serez amené à présenter ce travail au terme de votre cas d'étude. Tous les détails, vous les retrouverez sur la page principale du Moodle, donc n'hésitez pas à la consulter. Et puis revenez vers l'équipe coordinatrice si vous avez évidemment le moindre doute. Je souhaiterais bien sûr exprimer ici un certain nombre de remerciements, parce qu'il y a énormément de femmes et d'hommes qui sont derrière le lancement de cette opération. Tout d'abord, l'équipe coordinatrice, Sirounder Sarkissian, Adèle Garin de la VPS, Valentina Rossi du CAP. Je peux témoigner qu'elles ont conduit un travail absolument extraordinaire pendant les derniers 2 ans, avec l'aide initiale de Jacopo Grazioli et puis Pierre Dillembourg, qui était l'ancien président aux affaires académiques et qui a vraiment soutenu la démarche avec beaucoup d'énergie. Grâce à Siroun, Adélie et Valentina, on a mis en place en fait un pilote de cette formation au semestre de printemps 2024 avec 150 étudiants. Et ça nous a vraiment été très profitable pour tester finalement le concept et puis lui apporter des améliorations. Je souhaite évidemment remercier les enseignantes et enseignants qui vont intervenir, qui ont accepté d'enregistrer en vidéo leurs cours et puis de s'engager dans les grands Zooms que vous allez vivre avec eux et elles très prochainement. Je voudrais remercier bien sûr les étudiantes et les étudiants de master et puis les doctorantes et doctorants qui nous vont vous soutenir pour les ateliers et pour les travaux de groupe. Remercier également Matthew Goodman, Christian von Harburg, Magali Crochy du CDE, qui ont permis de créer les contenus vidéo que vous allez trouver dans les MOOC, l'équipe bibliothèque qui interviendra pendant les dernières semaines, l'équipe du SAC pour les salles, vous imaginez qu'on a besoin d'énormément de salles, Alain Dubois pour la gestion des groupes Moodle. Et puis pour terminer cette introduction, je souhaite souligner le plaisir que j'ai à écouter Valérie Masson-Delmotte comme grand témoin. Je pense que vraiment, on ne pouvait pas rêver mieux ce soir d'avoir Valérie pour introduire le sujet de la durabilité. J'ai eu la chance de collaborer scientifiquement avec elle pendant des années et j'ai toujours, je dois le dire, été très impressionné par de multiples facettes de sa personnalité et de ses compétences, son parcours scientifique bien sûr, son investissement à l'interface entre sciences et politique, à travers notamment le GIEC, et surtout ses efforts en matière de pédagogie en permanence pour aller toucher la société civile, et ce n'est pas la moindre de ses qualités. Donc Valérie, je vais t'écouter avec beaucoup de plaisir et d'attention, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente séance. Merci. C'était donc Jérôme Chaplaz qui est le professeur principal de ce cours durabilité. Je ne vais pas vous détailler tout son CV parce que ce serait assez long, mais on peut préciser que Jérôme Chaplaz est géochimiste, glaciologue, paléoclimatologue, un explorateur qui a mené pas mal d'expéditions extrêmes. Pour vous donner une idée quand même du niveau des cours que vous vous apprêtez à suivre cette année, l'analyse des carottes de glace pour mesurer l'évolution au fil du temps des gaz à effet de serre, un principe que vous connaissez sans doute, dont toute la communauté scientifique s'accorde aujourd'hui pour en reconnaître l'intérêt, eh bien, il a été parmi les tout premiers à l'utiliser, notamment avec, devinez qui ? Merci. Valérie Masson-Delmotte. Je vous remercie, je sens que vous suivez. On est tous ensemble. Notre grand témoin 2025, c'est donc Valérie Masson-Delmotte. Elle est directrice de recherche au CEA, on vous l'a dit, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, membre de l'Académie des sciences ainsi que de l'Académie des technologies en France. Elle est diplômée de l'École centrale de Paris. Elle est devenue une personnalité internationale incontournable à propos des enjeux climatiques et des questions de durabilité depuis sa vice-présidence du groupe de travail du GIEC sur la physique du climat. Donc c'était entre 2015 et 2023, ce qui a abouti au plus récent rapport du GIEC.
Son investissement hors norme, comme l'a dit à l'instant Jérôme Chaplace, donc entre science et politique, mais aussi en matière de communication envers différents publics, lui a valu notamment d'être l'une des 100 personnes les plus influentes au monde en 2022, selon le magazine Time. Sa spécialisation, c'est donc l'évolution climatique, passée, présente, future, abordée à la fois par les observations et par la modélisation. Elle a conduit en particulier des recherches poussées autour du cycle de l'eau. Donc, je vous citais avant le travail de recherche pionnier de Jérôme Chaplace, fondé sur les carottages de glace. Donc ça a été effectué dès les années 90 aux côtés de Valérie Masson-Delmotte. Actuellement, elle est fortement impliquée dans le projet ERC AWACA, Atmospheric Water Cycle Over Antarctica, Past, Present and Future, avec Alexis Berne, que vous avez vu juste avant. L'objectif principal de ce projet, c'est de collecter des mesures innovantes sur l'eau atmosphérique afin de mieux simuler les précipitations passées et futures au-dessus de l'Antarctique. Donc vous le comprenez, Valérie Masson-Delmotte maîtrise des sujets scientifiques assez costauds autour du climat et de la durabilité, des sujets complexes mais qu'elle a à cœur de rendre vraiment accessibles, abordables par divers publics, des décideurs politiques aux entreprises. Elle nous le disait tout à l'heure en off, elle s'est retrouvée à devoir discuter avec l'Amérique de Trump, la Russie de Poutine et d'autres personnalités assez complexes à convaincre. Donc il a fallu plus que du bagou de la présence dont vous allez avoir le témoignage dans quelques minutes. C'est donc une chance, un honneur pour les PFL et ses étudiants de bachelor de pouvoir échanger avec elle. Avant de l'accueillir, je dois vous présenter une autre personne qui va participer à cet échange, mais de manière tout à fait silencieuse, quoique très bavarde avec son crayon. Il s'agit de Léandre Ackermann. Elle est illustratrice et autrice de bande dessinée et elle va croquer en dessin les échanges avec Valérie Masson-Delmotte. On vous les présentera après le premier temps de discussion et puis ensuite après la partie questions-réponses avec vous, donc en toute fin de cérémonie. Voilà, il est temps de passer officiellement à cette rencontre avec le grand témoin 2025. Merci d'accueillir chaleureusement Valérie Masson-Delmotte. Allons-y. Non, ça y est. On va faire connaissance donc avec vous, Valérie, votre parcours, votre expertise, vos convictions, à partir de 4 mots-clés que nous avons identifiés ensemble comme étant les piliers de votre carrière. Donc, ces 4 mots, on les voit actuellement affichés. Et ça commence, alors sans surprise, avec le mot science. Qu'est-ce qui, Valérie, vous a attiré initialement dans votre choix de formation et de début de carrière ? Alors je pense que quand j'avais votre âge, ce qui m'a attiré vers un parcours scientifique, c'est une curiosité pour les nuages, que je ne peux pas expliquer. C'est une curiosité par rapport à l'évolution passée du climat et des sociétés. Et puis les progrès à l'époque, dans les années 80 des sciences du climat, l'observation de la Terre depuis l'espace, la modélisation du climat, qui permet de mettre en équation, de comprendre les évolutions passées actuelles et d'explorer les futurs possibles. Et puis les machines à remonter le temps, que sont les carottes de glace, sur lesquelles en fait, j'ai eu la chance de pouvoir travailler. Et pour moi, lorsque j'étais jeune scientifique, à travers un parcours en école d'ingénieur en physique des fluides, et puis après un stage de recherche, ça a été quelque chose de marquant d'avoir l'occasion d'accéder à travers les publications scientifiques à un état très large de connaissances. Ça a été aussi quelque chose de formidable d'arriver à prendre la mesure de la rupture que représente l'influence humaine sur le climat. Et ça ne vous semble peut-être pas évident au quotidien, mais les sciences du climat, elles ont amené à 2 ruptures fondamentales dans notre vision du monde. La première, c'est dès le 19e siècle, la compréhension que le climat avait varié,
en interaction d'ailleurs avec l'évolution du vivant, et cela a remis en cause une vision d'un monde créé, figé, immuable, avec, à l'époque, de nombreuses polémiques et controverses par rapport à ces faits scientifiques. Et puis, je dirais, à partir du XXe siècle, un constat qui n'a fait que s'affiner et qui montre que l'évolution du climat, de la composition atmosphérique à l'échelle planétaire, elle est pilotée par les activités humaines à travers les émissions de gaz à effet de serre, et qu'en même temps, des aspects déterminants de la sécurité humaine, de la préservation des écosystèmes, de la biodiversité, vont dépendre de l'évolution du climat. Et cette prise de conscience, elle marque une rupture, je pense, dans la manière dont on voit les questions profondes de soutenabilité, ces interdépendances entre nos activités, l'état du climat à l'échelle planétaire, et les conséquences qui vont être contrastées selon les régions, selon les secteurs d'activité. Cette notion de science, comment est-ce que vous la définiriez? Qu'est-ce que c'est que faire des sciences? Alors, aujourd'hui, peut-être par rapport à ce que c'était quand vous vous êtes lancée étudiante dans ce projet-là? Alors pour moi, en fait, la science, c'est une exigence, c'est une démarche rigoureuse qu'on doit apprendre à mettre en œuvre avec le regard critique des pairs, qui est critique sur la qualité de l'information scientifique qui est produite. Et donc c'est la capacité à mobiliser pour les sciences d'un système complexe comme celui du climat, des observations directes ou rétrospectives, comme les climats passés, la capacité à rentrer une compréhension physique, chimique, biologique, sociale des processus, c'est la capacité à mobiliser des outils de modélisation, mais comprendre aussi leurs limites. Et enfin, c'est mobiliser l'ensemble de ces connaissances pour en dégager des informations qui sont pertinentes pour éclairer des choix de société. Pour moi, c'est ça, la manière dont je vois les enjeux par rapport aux sciences du climat. Et peut-être deux choses que je n'ai pas mentionnées, c'est la curiosité. La curiosité, ça doit être le moteur d'une démarche scientifique. Le fait de ne pas accepter, de ne pas comprendre, c'est également un moteur très puissant. Et donc, ça veut dire être capable d'identifier là où on a des verrous scientifiques importants, des choses difficiles qu'on ne comprend pas, qui vont demander un travail de longue haleine, qui va demander une coopération, qui va demander d'être capable de travailler avec des scientifiques, chercheuses, chercheurs, des techniciens, des ingénieurs, qui vont chacun apporter leurs compétences pour arriver à surmonter ces verrous scientifiques. Et donc le volet de travail entre disciplines et le volet de coopération, ça fait partie de ce qui me nourrit dans ma démarche professionnelle. La capacité à faire ensemble, la capacité à ne pas avoir simplement une forme d'émulation ou de compétition, mais être capable de construire une masse critique de ressources, de compétences, d'intelligence collective. C'est pour moi ça, en fait, le cœur de ce que je vois comme le rôle de scientifique dans la société. Donc on aurait pu mettre un S à science à vous entendre, donc il est pas mal question aussi de transdisciplinarité, c'est ça? Oui, et peut-être, puisqu'on parle des sciences du climat, si on regarde un tout petit peu où nous en sommes aujourd'hui, malgré les progrès des connaissances, malgré les capacités à agir, il faut voir que le changement climatique se produit à un rythme rapide, encore plus rapide que précédemment, qu'on est davantage capable de poser un diagnostic à travers ce qu'on appelle, nous, les sciences de l'attribution, c'est-à-dire comprendre d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre, comprendre en quoi le changement climatique et l'accumulation de chaleur dans le système climatique va rendre un événement extrême plus probable, plus intense, capacité à comprendre en quoi des politiques publiques peuvent être efficaces, permettent d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, permettent d'éviter des impacts par une adaptation bien pensée, bien mise en œuvre. Et donc, je pense que ces enjeux nous renvoient une responsabilité bien plus grande sur la capacité à mobiliser des larges champs de connaissances. Par exemple, on ne peut pas réfléchir à l'influence humaine sur le climat planétaire sans nous interroger sur le rôle de la végétation, des sols, de l'océan comme puits de carbone, qui nous rendent un service majeur en absorbant chaque année quasiment la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre, et comprendre comment ces services que nous rendent les écosystèmes
vont être fragilisés dans un climat qui se réchauffe ou en cas de dégradation de la santé de l'océan, de l'état des forêts. Et donc, ce sont ces interdépendances qui demandent à être capables de mobiliser des champs de connaissances scientifiques très larges et de coproduire des connaissances pour et avec la société. Ce point-là, il est essentiel. Donc, être capable de comprendre quels sont les besoins, quelles sont les attentes de la société, partager notre compréhension des défis environnementaux et arriver à dégager, à partir de faits scientifiques, une manière d'éclairer des choix de société qui soient pertinentes et qui soient objectives. C'est de cette manière-là que je vois la place vraiment d'une formation exigeante par la recherche pour la société. Passons au deuxième mot-clé, donc justice. Comment est-ce que les enjeux de justice sociale se sont imposés au cours de votre carrière? Est-ce que vous avez un exemple même précis à nous donner? Je me souviens, moi, assez jeune, d'avoir pris la mesure de ce que représentait l'influence humaine sur le climat au début de mon parcours professionnel. Et de m'interroger sur notamment les émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, quand vous regardez d'où viennent ces émissions de gaz à effet de serre, vous mesurez des responsabilités historiques contrastées entre les pays qui se sont industrialisés plus tôt et puis ceux qui sont encore avec des manques critiques d'infrastructures de base. Vous mesurez des émissions contrastées par personne. Dans la société, 10% des personnes dans le monde représentent 40% des émissions de gaz à effet de serre, alors que la moitié de la population mondiale, qui manque souvent d'accès à des services de base, l'eau, la santé, l'éducation, une énergie propre, ne représente que 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est une première facette de ces enjeux de justice. Et l'autre facette, c'est qu'on a dans le monde 3,5 milliards de personnes qui vivent dans des contextes hautement vulnérables par rapport au changement climatique. Et ce que l'on observe, si on regarde juste 15 ans en arrière par rapport à aujourd'hui, c'est à la fois une aggravation rapide des impacts et le fait que collectivement, on avait sous-estimé les vulnérabilités des écosystèmes ou des sociétés humaines par rapport aux aléas climatiques et en même temps qu'on n'a pas complètement mobilisé toutes les ressources qui permettent d'agir avec tout cet enjeu de rendre accessibles les leviers d'action très largement pour pouvoir les déployer plus rapidement. Et on est sur des enjeux, vous l'avez esquissé tout à l'heure, d'approche systémique. On est sur des enjeux de transition dans tous les grands secteurs d'activité, donc l'énergie, le système alimentaire, les systèmes urbains, les systèmes industriels et de transformation de société. Et avec cet enjeu d'être capable d'articuler les grands leviers d'action, il y a un levier d'action d'innovation technologique. Il y a des leviers d'action en s'appuyant sur la nature, sur les écosystèmes, leurs fonctions et leurs services. Et puis, il y a des leviers d'action qui portent sur la demande de nos sociétés, l'efficacité qui est associée à des effets rebonds, la sobriété qui ne l'est pas. Et ça pose des questions de justice sur la manière d'être capable de déployer ces leviers d'action. Qu'est-ce que c'est une transition qui permet de limiter le changement climatique ? On le sait, d'un point de vue de la physique du climat, il y a une relation étroite, notamment, entre le cumul des émissions de CO2 et le niveau de réchauffement planétaire. Donc les seules sciences du climat, elles disent, pour limiter le réchauffement, il faut arriver à la neutralité carbone, net zéro émission de CO2 des activités humaines. Mais comment le faire de manière juste ? Comment faire en sorte de rendre accessibles les leviers d'action à ceux qui manquent des services de base ? C'est un défi majeur. Et le moment où j'ai vraiment pris la mesure de ces enjeux, c'est notamment quand j'ai supervisé le rapport spécial du GIEC sur 1,5 degré de réchauffement planétaire, qui montre 3 choses. À quel point chaque dixième, chaque demi-degré de réchauffement supplémentaire va augmenter le risque d'impact grave, et notamment dans des régions du monde qui sont des points chauds par rapport à ce réchauffement climatique. À quel point on a le besoin d'agir vite et à très grande échelle, de manière systémique, pour arriver à limiter le réchauffement à un niveau bas, limité sous 2 degrés, puisqu'on va vers un monde 1,5 degré plus chaud au cours de la décennie qui vient, et à quel point ne pas le faire serait le plus injuste, et en même temps à quel point le faire bien, le faire de manière juste, en assurant le bien-être humain, c'est la chose la plus difficile à construire, à mettre en œuvre. Alors c'est le cas sur la décarbonation, mais c'est aussi le cas pour réduire les vulnérabilités, renforcer la résilience, mettre en œuvre des actions d'adaptation qui soient efficaces, en évitant des réponses immédiates qui créent de nouveaux risques.
Et on voit qu'on est sur des enjeux, bien sûr, de justice à tous les niveaux et entre générations, bien sûr, de manière très aiguë. Troisième notion cruciale dans votre cheminement, Valérie, et dans laquelle s'inscrit d'ailleurs cette notion de justice, c'est la responsabilité. Vous vous souvenez du moment où vous avez pris conscience de la responsabilité sociétale, politique qui vous incombait en tant que scientifique ? Eh bien, lorsque j'étais à une place comme celle-ci et qu'en face de moi, au lieu d'avoir une jeune génération brillante d'étudiants engagés, motivés, j'avais les représentants de tous les pays du monde, dans le cadre notamment du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, avec des attentes contrastées de thématiques pour façonner ces rapports, avec des tensions géopolitiques, des points de vue différents. Ça fait fortement ressentir la responsabilité que l'on a à fournir, à construire une évaluation la plus rigoureuse, la plus exhaustive possible de l'état des connaissances en arrivant à dégager les points saillants qui sont pertinents pour éclairer des choix dans ce monde fracturé, en fait, d'un point de vue géopolitique. Et juste dans ces conditions, est-ce que vous aviez l'impression d'avoir toutes les clés en main ? C'est-à-dire que votre formation vous avait donné tout ce qu'il fallait pour vous adresser à ce public bien spécifique ? Non, ça demande de comprendre justement ce contexte géopolitique, ça demande d'arriver à travailler avec des scientifiques de tous les pays du monde qui eux-mêmes apportent la même exigence de rigueur mais peuvent éclairer par leur vécu, par leur expérience. Ces attentes qui sont différentes dans différentes régions du monde. Ça demande aussi d'être capable de créer les conditions d'une confiance avec des acteurs différents, en étant extrêmement rigoureux sur les faits et en étant extrêmement ouvert sur la manière de formuler aussi un constat scientifique, de sorte à ce qu'il soit acceptable par tous dans ce contexte. Je me souviens aussi de la responsabilité que j'ai ressentie face à des actions de désinformation à grande échelle, y compris parfois de personnalités éminentes, scientifiques. Et la question que je m'étais posée, qui est comment est-ce qu'on peut réagir collectivement comme scientifiques face à une remise en cause des résultats d'un travail scientifique sérieux, validé, vérifié devant la société. Là aussi, j'ai pris la mesure d'une forme de responsabilité où en fait il ne s'agissait pas de rester simplement dans des laboratoires et faire le travail habituel, mais à un moment donné de monter au front, de trouver une méthode collective pour exiger un débat approfondi et pour arriver à faire, par exemple, que l'Académie des sciences en France, à l'époque, mène ce débat approfondi pour conclure en fait à la qualité du travail des sciences du climat et arriver à montrer que ce sont des faits établis qui demandent une prise en compte sérieuse par l'ensemble de la société. Oui, c'était à l'époque avec un scientifique fameux qui nous a quittés voilà, et assez récemment. Un moment de tension suite à la conférence de Copenhague sur le climat qui avait pataugé dans les années 2009-2010. Et quand on a des moments de flottement, c'est des moments où nos sociétés sont fragiles, où on va laisser beaucoup de place à ceux qui vont simplement essayer de semer le doute ou des rideaux de fumée, faire croire qu'on n'a pas besoin de transformation profonde en sapant les faits scientifiques établis. Et ça demande une capacité de réaction collective où on voit actuellement dans le contexte américain à quel point cela reste d'actualité. Comment ça se concrétise au quotidien, cette prise de responsabilité ? C'est une réflexion éthique, c'est une réflexion sur la manière de mieux formuler, mieux partager les faits scientifiques. Il ne s'agit pas simplement de les publier dans des journaux lus par un tout petit nombre de spécialistes, mais être capable de les rendre largement accessibles. C'est la participation à des évaluations, par exemple, dans mon cas, donc les rapports du GIEC, où on va mobiliser des champs de compétences scientifiques très larges pour les rendre accessibles d'une manière claire, mais avec une évaluation dont le mandat est d'être neutre, non prescriptive, qui ne va jamais regarder ce qui se fait à l'échelle d'un pays donné, et donc qui est par nature finalement assez découplée des besoins de connaissances concrètes en appui à la prise de décision. Et donc c'est complété par exemple par l'expérience que j'ai au sein du Haut Conseil pour le climat, qui va là en France évaluer finalement les objectifs, les stratégies, leur mise en œuvre, qui vont permettre à un pays comme la France de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, de renforcer son adaptation par anticipation aussi à un climat qui va continuer à changer. C'est l'engagement dans des groupes régionaux d'experts climat qui vont ancrer
la construction d'une expertise avec les villes, avec les régions, à l'échelle territoriale, donc mobiliser une information ancrée dans un contexte particulier. Et puis c'est aussi dans ma communauté scientifique l'émergence de ce qu'on appelle les services climatiques, c'est être capable d'interroger cette base d'information en sciences du climat, les observations, les processus, les modèles et leurs limites, pour arriver à construire avec différents acteurs dans la société, des agriculteurs, des gestionnaires de l'eau, des forêts, des ingénieurs dans différents secteurs, par exemple le bâtiment ou des aménageurs, arriver à construire l'information qui sera utile en appui à la prise de décision. C'est travailler avec les acteurs de la finance verte, par exemple, pour arriver à identifier quelles sont les métriques qui sont crédibles et fiables pour mesurer en quoi tel ou tel investissement va réellement permettre d'apporter des actions efficaces en termes de décarbonation. Donc c'est arriver à interroger nos connaissances, mais en appui à différents acteurs de la société qui eux-mêmes sont porteurs de connaissances, de compétences et vont être capables d'agir concrètement pour porter en fait ces actions concrètes qui vont transformer les sciences de la durabilité en transformation de société. On entend bien votre conviction, votre énergie, votre voilà, tout ce travail aussi que vous faites collectivement également. Il n'empêche que l'ignorance, le déni continue à dominer quand même sur ces questions-là d'urgence climatique. Vous avez cité les États-Unis pour ne citer qu'un exemple. À qui la faute? Est-ce qu'il n'y a pas quand même, puisqu'on parlait de responsabilité, un peu une part de responsabilité des scientifiques là-dedans? Alors en fait, la responsabilité par rapport à l'obstruction vis-à-vis de l'action pour le climat, elle ne relève pas des scientifiques. Donc là, il est important de comprendre comment sont organisés un ensemble d'acteurs dans nos sociétés, quelles sont les interférences, les influences qui s'exercent, notamment par rapport à cette situation où finalement les implications des connaissances scientifiques, elles ont des traductions qui sont des transitions majeures, des transformations profondes. Et bien sûr, tous ceux qui ont intérêt au statu quo vont tout faire pour retarder ces transformations de société avec des méthodes en fait, d'influence, de propagation de désinformation, en s'appuyant sur les valeurs des différentes personnes qui ensuite vont s'en faire les relais. Et donc, il faut être capable, je pense, et c'est un point important, d'arriver à discerner ce qui relève de l'ignorance. Eh bien là, la réponse, c'est renforcer la littératie scientifique, comprendre les causes, comprendre les implications pour ce qui nous tient à cœur, comprendre quels sont les leviers d'action. Mais la littératie climatique seule ne suffit pas. Nous sommes des humains dans des sociétés où finalement ce qui compte, c'est aussi la capacité d'entraînement, les valeurs qui sont partagées dans les sociétés, et donc la capacité à avoir une prise en compte de ces valeurs et de mobiliser les connaissances scientifiques par rapport à ces valeurs fondamentales. Je veux juste rappeler quel est l'héritage des Lumières. L'héritage des Lumières a façonné les sociétés occidentales. C'est la confiance dans la liberté académique, c'est la confiance dans le fait que les connaissances scientifiques, elles sont émancipatrices par rapport à l'ignorance, par rapport aux obscurantismes. C'est le fait d'avoir une vision ancrée dans l'humanisme, le respect des droits humains, comme vecteur clé où les connaissances scientifiques, le progrès technique permettent d'améliorer la vie dans la société. Et c'est important de s'interroger sur ces valeurs à un moment donné où on voit de nouveaux obscurantismes, où aux États-Unis, par exemple, on enlève les connaissances scientifiques des portails publics, on interdit à mes collègues de s'exprimer en public, on va censurer des projets de recherche par rapport à certaines thématiques clés. Donc on est vraiment devant une situation qui est inédite, grave, une situation qui est grave par rapport à la coopération internationale également, l'aide au développement, sur ces sujets que je mentionnais là. Et je veux revenir sur la notion de responsabilité, parce que j'ai été auditionnée il y a quelques mois devant la Cour internationale de justice. Pourquoi la Cour internationale de justice? Parce que des étudiants en droit de votre génération, d'un petit État, le Vanuatu, une petite île du Pacifique, ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire à leur mesure. Un petit État très exposé aux aléas climatiques, à la montée du niveau de la mer, très dépendant de l'état des récifs de coraux, fragilisés dans un climat qui se réchauffe. Et donc, leur idée a été d'interpeller via leur État l'Assemblée générale de l'ONU, puis la Cour internationale de justice,
en revenant à des principes fondamentaux du droit sur ce que sont les obligations des États par rapport aux dégradations graves de l'état du système climatique et aux droits humains fondamentaux. Et je vous invite à lire les témoignages qui ont été faits devant les juges de la Cour internationale de justice. Tous les points de tension aujourd'hui géopolitiques par rapport à l'action pour le climat ont été clairement affirmés finalement par différents représentants d'États qui ont différentes positions extrêmement contrastées par rapport à ces enjeux. Mais rappelons-nous les questions de base. Les questions de base, c'est comment on permet aux occupants de cette planète de vivre décemment en répondant à leurs besoins de base. Et pour cela, on a plus que jamais besoin de connaissances en matière de santé, en termes d'inégalité, en termes d'enjeux environnementaux, et ensuite d'être capable, par rapport à la compréhension de ces enjeux, d'arriver à construire des solutions dont on mesure quels sont le potentiel et les limites, quels sont les bénéfices et les effets indésirables, qu'est-ce qui permet le mieux de répondre aux enjeux de la société. Et comme je le disais tout à l'heure, le pire serait de ne pas agir, ce serait le plus injuste, notamment pour ceux qui vivent dans les contextes les plus fragiles. Le plus difficile, c'est d'arriver à construire des stratégies d'action qui soient justes, qui entraînent la société, qui suscitent un soutien dans la durée et qui permettent aussi de renforcer l'esprit critique par rapport à cette désinformation qui foisonne et qui sape les capacités de délibération démocratique. Et donc, plus que jamais, c'est aussi notre responsabilité à nous qui avons la chance d'accéder à une éducation de qualité, à la rigueur de la démarche scientifique, d'être capable de mettre sur la place publique des faits, la différence entre des faits et des opinions, de sorte à pouvoir éclairer ces mécanismes de délibération collective. Mais quelles ont été les conclusions, sinon, de ce jugement pour ces étudiants de Vanuatu? C'est en cours. Voilà, c'est en cours, c'est attendu dans les mois à venir. Dans le contexte précédent, par exemple, le tribunal de la haute mer, dans un contexte un peu similaire, a conclu que les émissions de gaz à effet de serre étaient des polluants, notamment par rapport à l'acidification de l'océan, par rapport à la dégradation des écosystèmes marins. Et c'est la première fois que, dans un cadre international, on considère que les émissions de gaz à effet de serre, notamment de dioxyde de carbone, sont considérées comme des polluants et donc doivent être encadrées comme d'autres sources de pollution. Quatrième pilier, qui résonne avec celui-ci, évidemment, celui d'engagement. Vous revendiquez, vous, Valérie Masson-Delmotte, l'étiquette de scientifique engagé. Oui, je le revendique. Et je revendique un engagement qui est celui de donner de la place dans la vie publique, dans les espaces de délibération, aux sciences du climat. C'est ça, en fait, mon engagement. C'est aussi un engagement pour faire en sorte que ces connaissances, elles ne restent pas dans des laboratoires de recherche, un petit monde clos, mais qu'elles soient largement accessibles. Et vous savez, dans les droits fondamentaux pour les humains, on a le droit à la science. Le droit à la science est un droit humain fondamental. Le droit de participer aussi à l'élaboration des connaissances scientifiques est un droit fondamental. Donc, moi, c'est dans ce sens-là que je revendique cet engagement, qui se décline aussi sous forme d'engagement personnel, parce que pour être en cohérence, je mesure mon empreinte carbone, j'agis pour la réduire, et j'ai bien réfléchi à ce que je rends public par rapport à ces engagements, des choses qui peuvent relever de choix personnels, mais qui ont aussi besoin d'infrastructures collectives pour pouvoir se mettre en œuvre. Et c'est aussi dans ce cadre qu'avec beaucoup de collègues, nous travaillons à mesurer et réduire également l'empreinte professionnelle de la recherche en sciences du climat, ce qui est un défi, et ce qui nous permet de nous mettre nous-mêmes en situation d'acteurs de transformation avec des dilemmes, avec des défis à relever, des choses qu'on peut mettre en œuvre à court terme, et des enjeux d'équité, par exemple, comment privilégier l'accès à l'ouverture au monde des jeunes scientifiques, tout en réduisant l'empreinte environnementale de la recherche. Cela fait partie de nos points de délibération et de nos engagements également. Mais cette compatibilité entre science et engagement, elle est toujours facile à faire accepter? Parce qu'on a quand même cette idée traditionnelle du scientifique neutre qui ainsi se bat uniquement pour rester au service de la recherche de vérité, des faits, donc dans une certaine neutralité, ce contre quoi irait la notion d'engagement. Peut-être on revient à l'époque du siècle des Lumières, les encyclopédistes, vous vous souvenez, qui ont rendu accessibles les connaissances scientifiques dans les encyclopédies, qui ont pris position par rapport à des régimes autoritaires qui étaient contraires aux droits humains,
Est-ce qu'on leur pose la question de leur neutralité? Non. Ils avaient une aspiration, une attente, une vision humaniste. Ils ont mobilisé les connaissances et le progrès technique dans une aspiration à améliorer la vie des gens. Donc on peut tout à fait aujourd'hui être scientifique et revendiquer de ne faire que cela, c'est parfaitement noble et respectable. Et on a besoin d'espace où on préserve au maximum les conditions de travail, la liberté académique, pour faire une recherche parfois fondamentale dans les meilleures conditions possibles. Et c'est important de le préserver, des sortes d'îles de sérénité pour le travail scientifique. Mais le fait, par exemple, de travailler sur mon domaine, le changement climatique, de superviser des évaluations qui montrent la gravité de la situation, des futurs qui ne sont pas désirables, qui seront très difficiles à vivre, de comprendre aussi les conflictualités, les risques, mais aussi d'éclairer les leviers d'action. On a un portfolio maintenant de solutions qui peuvent permettre de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, à condition de le mettre en priorité, à condition de le financer. Mais il est important de voir en fait ce potentiel qui est là, qui est le résultat de travail technique, scientifique, en sciences humaines et sociales, en sciences des écosystèmes, qu'on peut mobiliser. Et donc, c'est aussi un choix de rester dans son laboratoire, dans une tour d'ivoire, et de ne pas s'engager dans la société. C'est un choix qui n'est pas neutre. Donc moi, je revendique, ancré dans un principe de responsabilité, de liberté académique, le fait d'utiliser ma parole pour porter sur la scène publique une voix pour les sciences du climat, à chaque fois de manière rigoureuse, ancrée par rapport aux faits scientifiques, arriver à donner à comprendre des choix complexes pour la société avec un éclairage scientifique. Et je pense qu'on a besoin de ce type d'approche. On a par exemple autour de mon institut en région parisienne, l'Institut Pierre-Simon-Laplace, de nombreux étudiants, de nombreux jeunes scientifiques qui veulent aussi porter différentes formes d'engagement, qui ne veulent pas simplement produire des connaissances, mais aussi jouer un rôle en appui, en accompagnement des transformations de société. Et donc c'est aussi à nous de construire un cadre pour cela. Cette formation que vous allez avoir, c'est un cadre pour vous interroger, pour acquérir des compétences. Nous, on a mis en place un centre climat-société qui vise aussi à interroger nos sciences du climat, à les mobiliser, les faire avancer en appui aux sciences de la durabilité. Et c'est notamment pour répondre à l'aspiration des jeunes scientifiques qui ne veulent pas juste être des témoins, mais qui veulent être des acteurs de transformation, mais avec un cadre professionnel, un cadre rigoureux qui protège aussi. Parce que lorsqu'on s'engage, on s'expose dans un cadre où beaucoup de choses deviennent polémiques et clivantes. Et donc, on a aussi besoin d'être protégé par cette dimension collective pour arriver à le porter d'une manière sereine, avec détermination, avec persévérance, et c'est de cela qu'il s'agit. Comment ne pas perdre cette détermination, cette persévérance? Comment ne pas perdre espoir quand vous voyez donc cette désinformation, que vous voyez certaines décisions prises par divers États? En fait, il faut bien le dire, on est à un moment charnière. On est en 2025, 10 ans après l'accord de Paris sur le climat. On est à un moment donné où l'action pour le climat est montée en puissance. On sait qu'on a réussi à éviter d'émettre chaque année 4 à 8 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. On sait qu'il y a plus de 20 pays qui ont construit pendant plus de 10 ans une réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. On voit partout des efforts d'adaptation dont certains portent leurs fruits, mais d'autres touchent à leurs limites avec une aggravation des pertes et des dommages. On voit également des capacités à réduire la déforestation, on voit des développements en termes d'économie circulaire ou d'efficacité. Et donc c'est important d'arriver à montrer les choses qui ont avancé, les choses qui peuvent être soutenues, parce qu'on est à un moment d'obstruction inédite, aux États-Unis mais aussi en Europe, par rapport à une action pour le climat résolue, portée dans la durée, construite, partagée. Vous le mesurez comme je le mesure, bien sûr. Et donc, pour cela, je pense que c'est important de montrer des choses qui ont déjà été mises en œuvre, qui ont porté leurs fruits, les leviers d'action qui existent, qui donnent du sens, les opportunités en termes de développement économique, d'emploi, des métiers qui ont du sens, mais aussi de rappeler les enjeux de sécurité. Nous parlons d'enjeux de sécurité, des enjeux de sécurité d'approvisionnement en eau, de sécurité alimentaire, de sécurité des lieux de vie, en montagne ou sur les littoraux, par exemple. Nous sommes sur des enjeux également d'indépendance et de souveraineté. La sortie en Europe des énergies fossiles, c'est un enjeu d'indépendance et de souveraineté
par rapport aux grandes puissances autour de nous, qui ne partagent pas nécessairement les mêmes visions, les mêmes valeurs, le respect des frontières, le respect des droits humains. Et c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un enjeu d'environnement dans un coin, c'est vraiment une vision d'ensemble qui est nécessaire. Et je pense que cette vision d'ensemble, elle est largement comprise. Je fais référence, par exemple, à un rapport des services de renseignement allemands qui formule les enjeux liés au changement climatique comme un enjeu de sécurité intérieure. Et donc c'est important aussi d'être capable de mobiliser l'ensemble de ces réflexions stratégiques dans l'ensemble de la société pour construire cette vision partagée de ce qu'est la soutenabilité ou la durabilité, de ce vers quoi on se projette. Moi, je me pose en permanence la question de qu'est-ce que sera faire des sciences du climat en 2050, par exemple. En 2050, les jeunes scientifiques d'aujourd'hui auront mon âge. Un monde 2050 où on a réussi à être net zéro en émissions de CO2 en Europe, qu'est-ce que ça veut dire sur nos pratiques, nos infrastructures, nos manières de faire ? Un monde en 2050 où, au contraire, on n'a pas réussi à décarboner rapidement, où on a un changement climatique qui s'amplifie, qui est vecteur de crise, de tension, où on va chercher des solutions parfois d'ultime recours. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux besoins qu'on aura en sciences du climat ? Et donc l'engagement, c'est aussi se projeter dans la durée, se projeter pas uniquement sur sa propre échelle de temps à court terme, mais arriver à éclairer ce que peuvent être ces futurs contrastés, la manière d'y construire son parcours professionnel, son engagement citoyen qui peut prendre, bien sûr, différentes formes. Alors justement, quels seraient les conseils que vous pourriez transmettre aux étudiants qui sont là sur ce qui serait des métiers d'avenir donc pour les scientifiques, ingénieurs, architectes de demain ? Alors, je n'ai pas forcément un conseil à l'échelle de chacun ou chacune d'entre vous. Ce qui me semble vraiment important, c'est d'arriver à construire quelque chose qui va vous motiver dans la durée, qui vous donnera envie de vous lever le matin, de travailler dur, de relever des défis difficiles. Et chaque personne, en fait, a des sensibilités différentes par rapport à cela, mais aussi, en fait, d'être capable de donner un sens à ce travail, à ce parcours professionnel, arriver à faire en sorte que le parcours professionnel que l'on construit, les efforts que l'on dégage, ils permettent d'apporter des réponses à ces défis de société. Ça me semble un point qui est important. Et pour cela, c'est aussi un besoin de compétences qui sont importantes. Et l'image que je donne, moi, d'un parcours professionnel, c'est l'image d'un cours d'eau. Quand j'étais jeune, étudiante, en classe préparatoire et puis en école d'ingénieur, jamais je n'aurais pensé que je fais ce que je fais maintenant. C'était pas du tout un plan de carrière, c'était pas quelque chose que j'ai prévu ou organisé. Et l'image d'un cours d'eau, c'est le suivant. Vous avez, vous, des compétences. Vous avez des qualités pour faire des travaux dans certaines directions. Vous avez un goût pour les sciences. Vous avez un parcours familial peut-être, des enseignants qui vous amènent sur une certaine voie. Et au cours de cette voie professionnelle, vous ramez, vous avancez. Et puis parfois, vous voyez des branches de ce cours d'eau qui s'ouvrent sur le côté. Ce n'est pas forcément le cours principal. Ce n'est pas ce vers quoi vous porte votre parcours initial. Est-ce que vous avez envie d'explorer autre chose ? C'est une prise de risque. Ces branches de ce cours d'eau qui s'ouvrent, ça peut être des bras morts, des impasses, il faudra ramer très fort pour revenir en arrière. Mais parfois, en fait, c'est un nouvel horizon qui s'ouvre, un nouvel estuaire, une ouverture vers d'autres domaines professionnels que vous n'auriez pas anticipé dès le départ. Et ce que j'ai envie de dire, c'est n'hésitez pas à prendre des risques, n'hésitez pas à explorer ces nouvelles opportunités, pas forcément là où le cours des choses vous porte, mais cette prise de risque, elle est importante parce qu'elle peut ouvrir des parcours professionnels avec des ruptures de connaissances, des nouvelles approches, des nouvelles solutions qui peuvent être déployées. Et donc, ne pas hésiter à prendre ces risques par rapport à ce qui va vous motiver. Et puis, le deuxième volet que je voulais mentionner, c'est être capable de comprendre les interdépendances. Qu'est-ce que c'est cette question d'interdépendance ? Par exemple, si vous prenez les enjeux liés à l'eau qui est vitale, dans un climat qui se réchauffe, on a un cycle de l'eau plus intense, plus variable, avec des situations de rupture d'approvisionnement en eau, de sécheresse grave, ou de pluies extrêmes, d'inondations, qui dégradent en fait la sécurité des habitats, les lieux de vie d'une manière tragique. Les questions liées à l'eau, on ne peut pas les séparer des questions liées à la production agricole, énergétique, avec l'hydroélectricité, par exemple ici, avec les questions liées à l'alimentation, à la santé, avec la qualité de l'eau, et avec les enjeux d'adaptation ou d'atténuation face au changement climatique, avec également tous les enjeux liés aux écosystèmes ou à la biodiversité. Et donc,
essayer d'éviter des approches réductrices où on ne regarde qu'une partie des problèmes, parce que quand on ne regarde qu'une partie des problèmes, on va apporter des fausses solutions ponctuelles, parfois créer des effets de verrouillage et avoir des effets indésirables dans d'autres dimensions. Donc ça demande à être capable justement d'aborder ces interdépendances, ces interactions. Et je pense que c'est l'esprit aussi de ce cours qui devrait vous permettre justement de prendre la mesure des champs de compétences qui sont nécessaires, qu'il faudra pouvoir mobiliser. Et donc pour cela, eh bien, il faudra être capable de travailler en équipe avec des personnes qui ont des compétences, des parcours différents des vôtres, être capable de les entendre, de les mobiliser. Et je pense que ça, c'est peut-être ce qui va caractériser les métiers d'ingénieurs, les métiers d'ingénieurs engagés par rapport à la durabilité tout au long des décennies qui viennent. Merci beaucoup, Valérie Masson-Delmotte. On va pouvoir passer aux questions-réponses. C'était assez riche comme discussion, donc je me demande comment on arrive à transformer ça en dessin. Je suis assez curieuse de voir ça. Donc je vous propose d'accueillir sur scène Léandre Ackermann, qui n'a pas lâché son stylo de toute cette discussion pour en faire des dessins. Merci beaucoup, Valérie. Et Léandre, vous allez nous révéler vos illustrations et peut-être nous les expliquer, même si je suis sûre qu'elles se passent de mots. Ouf. On va essayer ça. Alors, bon. Allez, une seconde. Comment dessiner la responsabilité, par exemple? Ça, c'est costaud, hein. C'est quand même très conceptuel. Alors bon, d'habitude, je travaille seule, pas dans mon laboratoire, mais dans mon atelier, donc c'est pas forcément évident de présenter ça comme ça. Il y a un petit défi de représenter tous ces sujets compliqués en plus dans l'urgence. Il y a un certain sentiment d'urgence, mais heureusement, si je rate mon dessin, je mets pas l'avenir de l'humanité en danger, donc ça, c'est déjà bien. Je vais simplement vous présenter un petit time-lapse de ce que j'ai réalisé. Voilà. Ça va très vite, ça va encore plus vite que, évidemment, quand on fait des petits schémas comme ça, ça prend moins de temps à présenter qu'à réaliser, quoi. Ce que je voulais dire aussi, peut-être contrairement au langage scientifique qui se veut univoque, mes petits croquis peuvent avoir plusieurs sens. Et je pense que là, c'est quand même important aussi de les remettre toujours dans leur contexte. Et peut-être que si on les prend en dehors de ce cadre-là, peut-être qu'on va avoir même des contresens ou des choses qui ne vont pas forcément être comprises, comme peut-être ça peut vous évoquer la conférence de Valérie. Quelques petits symboles. On n'évite pas certains clichés, mais on essaye quand même de... Voilà, j'espère que ça pourra vous permettre de garder encore un autre souvenir de cet événement. C'est voilà. Magnifique. Et ce petit fantôme là, vert sur l'épaule, là. Comment représenter l'obscurantisme, le complotisme? J'ai fait appel à une vieille, un peu un vieux symbole qui n'est plus tellement d'actualité, mais qui est peut-être un petit extraterrestre messie, comme ça. Et le cadenas, comment est-ce que vous l'interprétez, Valérie Masson-Delmotte? Non, mais toute seule, hein, sans l'aide de la dessinatrice. Éviter les effets de verrouillage. Voilà. C'était ça. C'était exactement ça. Voilà. Mot pour mot. Merci beaucoup. Merci. Donc on retrouvera Léandre en toute fin, donc d'ici une demi-heure, puisque maintenant c'est votre moment. Chers étudiants, des micros vont circuler dans cette salle. Vous levez la main, vous posez votre question de manière synthétique pour qu'on puisse avoir le plus de questions possibles posées. Vous pouvez vous présenter en une phrase, dire prénom, nom si vous voulez. Mais en tous les cas, voilà, ça commence. C'est à vous. Bonjour. Bonsoir. Tout d'abord, c'est un honneur de pouvoir vous écouter et de pouvoir poser cette question aussi. Je vous parlais des levées d'action, et en tant que scientifique, j'imagine que vous devez travailler là-dessus certainement. Et j'aimerais avoir peut-être plus d'éclaircissement, de concrétisme sur ces leviers, et aussi en tant que futur ingénieur, comment pouvoir être acteur et à travers ces leviers. Et voilà. Merci.
Eh bien, donc, prenons par exemple la question de ce qui pèse le plus dans le monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la combustion des énergies fossiles, à peu près 70% de l'effet de serre supplémentaire. Et donc la question qui est posée en filigrane, c'est bien sûr en premier la transition des systèmes énergétiques. Donc quand on parle de levier d'action, c'est penser ces systèmes énergétiques pour qu'ils soient résilients dans un climat qui change. Et donc tout le travail qui est nécessaire pour ces infrastructures critiques, qu'elles fonctionnent avec des températures plus élevées, qu'elles fonctionnent en cas d'inondation, par rapport aux contraintes de refroidissement, d'approvisionnement en eau. Ça, c'est un premier volet. Et ensuite, eh bien, c'est comment on peut décarboner la production d'électricité avec, dans le monde, une rupture, notamment sur le coût et les installations de solaire photovoltaïque, qui sont une grande rupture, mais également donc l'éolien, le nucléaire dans les pays qui choisissent de le déployer, les volets liés aux autres sources renouvelables d'électricité, et puis le potentiel mais aussi les limites associées à l'utilisation des énergies fossiles avec captage et stockage, ce qui est très promu par ceux qui investissent dans ce secteur, mais dont on voit que le déploiement se fait à une échelle très modeste, avec un coût qui reste très élevé. Donc c'est aussi important d'arriver à montrer justement le potentiel ou les limites. Et puis, dans le volet énergétique, il y a bien sûr tout ce qui porte sur la demande, donc l'efficacité énergétique, mais aussi l'efficacité, elle est souvent associée à des effets rebonds, puisque à dépenses égales, on peut avoir un meilleur service, on a tendance à davantage utiliser d'énergie, en jouant uniquement sur l'efficacité, d'où l'importance des approches également de sobriété. On peut le caricaturer, je peux donner un exemple, par exemple, sur la performance énergétique d'un logement, et puis la température de consigne qu'on va mettre à l'intérieur de ce logement. L'un, c'est de l'efficacité, et l'autre, ça va être de la sobriété. Le deuxième exemple que je peux déployer, c'est le deuxième facteur qui pèse le plus sur les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est le système alimentaire. Et on a là des exemples où on a besoin d'articuler résilience, adaptation et stockage de carbone, efficacité, par rapport aux émissions évitées qui touchent l'ensemble du système alimentaire, de la production à la consommation. Et encore une fois, un volet qui porte sur la demande, c'est-à-dire une alimentation saine et soutenable, le fait d'éviter les pertes et le gaspillage alimentaire, qui font partie des leviers d'action, et là où on a besoin d'articuler la réflexion politique de santé publique, une alimentation saine qui permet de vivre longtemps et en bonne santé, abordable. Et puis les enjeux de justice sociale, comment faire en sorte sur la chaîne de valeur du système alimentaire de rendre accessible une alimentation saine et de rémunérer justement les agriculteurs qui déploient les meilleures pratiques. Donc c'est de cette manière-là que j'essaie d'esquisser sur des leviers d'action parfois techniques, la manière de les intégrer dans une vision d'ensemble avec une dimension sociale et économique extrêmement importante. Merci. Autre question. Oui, là, il y a des bras levés. Oui, bonsoir. Merci d'être là. Je vous cite, vous avez dit « Le pire serait de ne pas agir ». Ma question porte sur la manière dont nos politiques agissent aujourd'hui sur la transition écologique. Car aujourd'hui, les États-Unis, la Russie et la Chine ne souhaitent pas nous suivre dans le bon sens pour des questions de transition écologique. Et même des pays qu'on pense engagés, comme la France, montrent certains signes qui sont inquiétants. Je prends notamment un exemple qui a eu lieu il y a de ça un mois. En France, le ministère, qui s'appelait le ministère de l'écologie, est devenu le ministère Aménagement du territoire, Transition écologique, mêlant des sujets en lien avec les transports, l'industrie et l'écologie. Est-ce que ça ne montre pas que l'écologie devient un sujet moins important dans nos sociétés? Je vous remercie. Alors, vous avez raison que les symboles sont importants et parmi les symboles, il y a par exemple la place accordée dans les organismes institutionnels à l'action par rapport au changement climatique, à la capacité à mobiliser de manière transverse dans les différents ministères. Et donc, par exemple, si je fais référence aux recommandations du Haut Conseil pour le climat, il y avait la mise en place d'une coordination interministérielle, la planification écologique, qui est aujourd'hui fragilisée, l'articulation de l'échelle européenne à l'échelle nationale et à l'échelle régionale, un point qui est très important, ou bien la capacité à évaluer ex ante, avant et après coup,
l'efficacité d'un projet de loi, par exemple, par rapport aux trajectoires de baisse d'émissions de gaz à effet de serre qui sont les objectifs de long terme. Donc bien sûr, on a besoin d'avoir un suivi. Votre témoignage, c'est aussi une source d'inquiétude de beaucoup de personnes dans la société. Ça ne relève pas de la responsabilité des scientifiques, vous m'interrogez, mais ça relève d'un sursaut, d'un besoin d'action collectif pour revendiquer l'importance de l'action par rapport au changement climatique. Et ce qui est frappant sur les enquêtes dans la société, en Europe, en Suisse, en France et ailleurs, c'est qu'il y a une très large majorité de personnes qui souhaitent porter une action résolue par rapport aux changements climatiques et environnementaux. On voit également que dans la société, il y a une confiance forte qui est accordée aux scientifiques, malgré le caractère clivant parfois des polémiques qui existent. Mais il y a une vraie difficulté à ce que ça se traduise en vision politique. Et il y a même un affaiblissement du débat démocratique sur ces sujets. Si on reprend le cas de la France, par exemple, les documents stratégiques, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas carbone, le plan d'adaptation au changement climatique ont fait l'objet de larges consultations, mais pas de délibération, par exemple, au Parlement, avec la démocratie parlementaire représentative. Et je pense que c'est un affaiblissement. Donc, moi, personnellement, je suis attachée à ce qu'on renforce les espaces de délibération, qu'au moment des élections, on interroge les candidats à des fonctions par rapport à ces sujets pour qu'ils expriment quels sont leurs projets pour qu'on puisse en délibérer plutôt que mettre de plus en plus de côté ces thématiques-là. Et puis, vous avez mentionné les États-Unis, la Russie ou la Chine. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ce constat. Donc, dans le monde, les pays qui ont le plus contribué aux émissions historiques, ce sont les États-Unis, puis à peu près à part égale maintenant la Chine et l'Union européenne, mais avec des émissions contrastées par habitant, par pays. Ce que l'on peut voir, c'est que du côté de la Chine, il y a des investissements structurels sur un ensemble de secteurs industriels qui permettent de rendre accessibles des technologies décarbonées. On peut prendre l'exemple des batteries et des mobilités. On peut prendre également l'exemple des panneaux photovoltaïques ou des pompes à chaleur. Et on peut également souligner des efforts extrêmement importants qui sont menés sur l'aménagement du territoire, notamment par exemple le travail sur les villes éponges pour rendre les villes plus résilientes avec des outils de planification, d'aménagement du territoire et d'urbanisme face aux risques plus extrêmes ou inondations. Et donc, je pense qu'il est important aussi de regarder les choses qui avancent, les capacités à agir, les leviers d'action. On baigne dans un moment où l'impression est celui d'une obstruction, d'une difficulté à agir, mais dans beaucoup de régions du monde, dans beaucoup de pays, notamment en Asie, il y a une compréhension très claire que le bien-être humain, le développement, il va s'appuyer sur les connaissances scientifiques, sur les progrès technologiques, mais qu'on cherche à canaliser pour sortir de la pauvreté, pour améliorer la vie des gens au quotidien. Et ça n'est pas ce qui est le plus rendu visible aujourd'hui, mais qui est important. Et le retour d'expérience que j'ai, moi, de collègues de différentes régions du monde, de jeunes étudiants notamment, c'est aussi une capacité à aller chercher des formes d'innovation frugale, du low-tech, des solutions technologiques qui seront très vite rendues accessibles pour les personnes qui sont dans les contextes les plus fragiles. Ce point-là, il me semble aussi extrêmement important à rendre visible et à soutenir également. Merci. Autre question. Ma question, c'est quelle est la place du domaine de la recherche scientifique dans tout ce qui est justement le réchauffement climatique? C'est très énergivore souvent, et est-ce que c'est vraiment utile? Voilà. Donc vous voulez dire l'empreinte carbone de la recherche elle-même? Oui, comment devrait évoluer le domaine de la recherche? Est-ce qu'il y a une responsabilité à avoir? Oui, alors nous, par exemple, dans nos laboratoires, comme dans à peu près 1300 laboratoires de recherche français, on a un groupement de recherche qui s'appelle Labo 1.5 et qui partage des outils qui permettent de calculer l'empreinte carbone de la recherche, voire de faire des scénarios de trajectoire de décarbonation. Alors, l'empreinte carbone en sciences du climat, c'est souvent à peu près 8 à 10 tonnes de gaz à effet de serre par scientifique et par an. Les
ce qui pèse le plus, ce sont les achats courants dans les laboratoires, hein, comme dans tous les domaines, mais ce sont également pour nous la logistique de terrain, océanographique ou polaire par exemple, le calcul ou bien le spatial. Donc on a cet aspect lié aux grandes infrastructures qui ne vont pas relever directement de ce qu'on peut mettre en œuvre à l'échelle d'un laboratoire, mais qui relèvent aussi d'un besoin de réflexion collective sur les trajectoires qu'on peut mettre en œuvre pour que la recherche scientifique soit acteur également de la décarbonation. Donc la semaine dernière, on a organisé à l'Institut Pierre-Simon Laplace une journée qui s'appelle Transformation autour des questions de sobriété dans la recherche. Donc dans certains cas, ralentir, par exemple, les déplacements par bateau, on peut les ralentir, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'on pourra acquérir moins de données sur un temps particulier. Donc comment on peut mieux optimiser le choix de cibles pour optimiser les données existantes et les nouvelles données qui seront nécessaires. Donc cela fait exactement partie de ce que je décrivais, c'est-à-dire le fait de nous voir nous-mêmes comme acteurs de délibération, de transformation, avec un besoin de soutien institutionnel et aussi, dans certains cas, un besoin de réflexion éthique de l'ensemble de la société sur quelle recherche pour quelle empreinte carbone également. Si je puis repréciser un tout petit peu, votre domaine de recherche, c'est le climat. Donc, en soi, vous êtes utile à informer les gens, à baisser l'empreinte carbone. Ma question se posait plus pour des sujets de recherche plus abstraits, exemple la relativité ou même le CERN qui consomme 1,3 TWh par an, ce qui est beaucoup. En fait, c'est une question éthique pour laquelle il n'y a pas un cadre parfait de réponse. Et la communauté scientifique en France qui a pris le plus à bras-le-corps cette question de son empreinte carbone, c'est notamment la communauté des astrophysiciens qui ont des infrastructures au sol et spatiales, peu de personnes, avec une empreinte carbone par personne qui est assez élevée, et donc qui ont posé les bases d'une réflexion éthique sur justement, dans certains contextes, comment on ralentit l'acquisition de nouvelles infrastructures, de nouveaux équipements, comment on utilise au maximum la masse incroyable de données qui sont produites, quelles sont les ressources nécessaires pour faire mieux tout en décarbonant. Et donc on est vraiment au début de réflexion à l'intérieur de champs de disciplines qui, me semble, sont nécessaires et permettent aussi, quand on échange avec le reste de la société, de se présenter comme nous-mêmes étant acteurs de ces transformations, porteurs de réflexions difficiles, comme dans tous les secteurs de la société. Et ça permet, je pense, de créer aussi une communauté d'acteurs d'une autre manière. Merci. Oui. Bonjour. Alors, je me présente, je suis étudiant en neurosciences au master, et puis je me présente aussi pour l'audience parce que je suis étudiant assistant et futur tuteur pour le cours, donc j'aurai l'occasion d'en croiser certains d'entre vous la semaine prochaine. Alors, j'ai 3 questions. Vous pourrez en choisir celle que vous préférez si on n'a pas le temps. Ma première question, elle est assez évidente pour un ingénieur. Elle concerne du coup la géo-ingénierie. Donc j'aimerais avoir votre avis sur cette solution qui est apportée du coup. Est-ce que on va rester dans ce qui est la fiction, ce qui a été décrit par Kim Stanley Robinson, relâcher du nitrate de sodium pour créer des nuages artificiels. Est-ce que, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. La deuxième question, elle est un peu cynique, mais elle concerne du coup la démocratie versus l'autocratie. On voit qu'en Suisse, quand on donne l'avis à la population, ils sont plus de 70% à rejeter une loi qui vise à encadrer l'économie dans les limites planétaires. Et puis de l'autre côté, la Chine qui a pris des mesures assez drastiques pour shifter son économie et respecter les limites planétaires. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus aussi. Et puis une dernière question un peu plus légère, mais qu'est-ce que c'est la vie de scientifique engagé? Quelles émotions vous traversent quotidiennement? Merci. Ça tombe bien, on n'a plus que 5 minutes. Elle peut choisir. Alors sur le volet géo-ingénierie, c'est-à-dire délibérément altérer l'environnement local ou planétaire,
pour masquer une partie des effets dangereux d'un climat qui se réchauffe sans agir suffisamment sur les causes. En gros, je décris, c'est de cela qu'il s'agit. Et moi, j'avais plaidé pour qu'on aborde de manière explicite l'évaluation de l'état des connaissances dans les rapports du GIEC, ce qu'on a fait sur le volet modélisation du climat, dans la partie physique du climat, mais à l'angle des questions d'éthique, d'équité, de gouvernance, dans la partie risque et la partie levier d'action, sachant que ces options-là, elles ne font pas partie de ce qu'on appelle, nous, des solutions du tout. Elles font partie d'une autre catégorie de réponses qui, elle-même, en fait, peut générer des risques graves en termes d'équité, en termes de conflictualité. Et donc, on le met dans une catégorie à part. Par ailleurs, donc, moi, je suis co-autrice d'un article rédigé par une quarantaine de spécialistes des régions polaires, de différents aspects, qui, nous sommes tous extrêmement inquiets d'un foisonnement de financement pour financer de la recherche, voire de l'expérimentation, visant à changer l'albédo des zones enneigées ou englacées, congeler de l'eau de mer pour faire de la glace de mer, mettre des rideaux autour de l'Antarctique ou altérer délibérément le climat des régions polaires. Et pourquoi est-ce qu'on est inquiet ? On est inquiet parce qu'on voit en fait des discours qui semblent tentateurs. Vous imaginez bien, c'est un peu le rêve prométhéen. On n'engage pas les transformations profondes de société, et puis on déploie ce type de levier d'action et on s'affranchit de conséquences graves d'un climat qui se réchauffe. La tentation est grande. Et en réalité, quand on prend chacune de ces options qui sont sur la place publique et qu'on passe un ensemble de tests de crédibilité, de faisabilité, qu'on évalue les limites des connaissances, mais aussi les effets indésirables possibles, c'est ce volet-là qui domine. Le risque d'effet indésirable, le risque de détruire les fondements du droit de l'environnement qui sont, lorsqu'on porte atteinte à l'environnement, on réduit l'atteinte plutôt que altérer encore plus l'environnement pour qu'il serve les intérêts de on ne sait pas qui, puisqu'on ne sait pas quel peut être le cadre de gouvernance, qui aura voix au chapitre, quels intérêts seraient privilégiés. Donc pour nous, c'est un enjeu, je pense, important d'arriver à avoir une approche scientifique rigoureuse pour éclairer ces débats. C'est aussi important de comprendre qui finance, pourquoi, quelles sont les valeurs sous-jacentes de ces philanthropes milliardaires qui ne mettent pas leurs moyens d'action au service de la décarbonation ou du renforcement de la réduction des vulnérabilités, mais sur ces options-là, c'est important de s'interroger sur les motivations et les raisons sous-jacentes. Et enfin, c'est important, à mon sens, d'avoir un moratoire sur le déploiement, ce qui est d'ailleurs la conclusion du groupe de conseillers scientifiques européens qui a été publié en octobre sur le sujet. Je ne vais pas répondre sur les questions démocratie-autocratie. Je pense que la question pour moi fondamentale, elle est sur la place des connaissances scientifiques pour éclairer des délibérations de société. Ce n'est pas simplement l'opinion des personnes qu'on consulte, mais comment on fait en sorte pour construire aussi une réflexion sur toutes les sources de désinformation, comment on éclaire les processus de délibération. Et moi, j'ai énormément apprécié toutes les procédures de type conférence citoyenne, assemblée citoyenne, où on respecte les processus de délibération, mais on va faire confiance à ces citoyens pour aller chercher différentes sources d'avis d'experts, et ensuite ancrer dans les valeurs qu'ils rendent parfois plus explicites, chercher une autre approche démocratique que simplement le vote direct, qui est complexe par rapport à tout ce qui peut interférer aussi avec la réflexion démocratique collective. Et puis la dernière chose que vous posiez comme question, c'est la vie de scientifiques engagés et les émotions. Donc moi, mes conseils, c'est vélo, judo et yoga, c'est-à-dire arriver à mettre de la distance par rapport aux émotions qui peuvent submerger, arriver à rester calme, donc tout ce qui permet justement de tenir à distance ces émotions. Parfois, être conscient qu'on s'engage dans un duel à armes très inégales, notamment par rapport à des acteurs d'influence avec un poids économique très lourd, avec des volontés de propagande, de désinformation que nous, comme scientifiques du climat, on s'interdit de mobiliser. On est respectueux justement de l'information, de la qualité de l'information qui est fournie. Donc c'est pour ça que le judo, c'est parfois important. C'est
arriver en fait à faire de ce qui est source de frustration une source d'engagement dans la durée. Et puis un appel à vous aussi, un appel à vous par rapport à la manière dont on peut construire des interactions dans la vie quotidienne, des interactions sur les réseaux sociaux, le besoin d'un engagement large dans la société qui n'est pas simplement celui de quelques scientifiques qui sont payés pour produire et partager des connaissances, c'est notre métier, qui parfois choisissent d'avoir différentes formes d'engagement sur leur temps personnel, professionnel. Mais c'est d'un engagement beaucoup plus profond dont on a besoin. C'est l'engagement de ceux qui ont la chance d'accéder à une éducation de qualité, d'accéder à ces connaissances scientifiques, de s'en faire les ambassadeurs, les relais autour de vous, parmi vos proches. C'est à cela que je fais référence quand moi je parle d'engagement. Et donc c'est comment on arrive à le faire collectivement à une autre échelle que celle d'individus, mais vraiment comme quelque chose qui est organisé, structuré, accompagné collectivement. Et pour terminer sur une note, je pense, pour susciter votre mobilisation, votre engagement dans la durée, moi je vois émerger dans les interventions que j'ai avec vous, mais aussi celles que j'ai eues dans de nombreuses universités et grandes écoles en France et en Europe, une culture d'ingénieurs ancrée dans les sciences de la durabilité qui est prêt à relever ces défis, des ingénieurs qui cherchent différentes formes à leur parcours professionnel, qui portent parfois des initiatives multiples et variées pour créer d'autres formes d'engagement dans la société. Et je pense qu'on a besoin de cela très largement. Merci. On a identifié le yoga et le judo, mais pas le vélo. C'est en remplacement de la voiture ou c'est... Non, le vélo, ça permet en fait, quand on sort de son cadre professionnel et qu'on fait un trajet quotidien à vélo, d'avoir un espace de soupape entre le cadre professionnel et le fait de rentrer chez soi. Donc ce côté-là, il est important pour la santé physique, mais aussi la santé mentale. Et le fait de faire des soupapes. Le point que je voulais souligner, c'est pas se mettre sur les épaules une charge mentale qui n'est pas la sienne. C'est arriver à comprendre dans votre temps, dans vos capacités, dans votre temps professionnel ou personnel, ce que vous souhaitez porter. Et puis à un moment donné, être aussi capable de tenir les choses à distance. Voilà, je ne l'ai pas explicité. Merci. On a peut-être le temps pour une dernière question. Oui, merci, bonsoir. Ma question, vous avez évoqué les low-tech et je voulais parler des high-tech au contraire. Est-ce que vous pensez que ça constitue une vraie solution ? Par exemple, on parle beaucoup d'IA et aussi de capture et de stockage de CO2. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une vraie solution et qu'est-ce que c'est peut-être vos outils pour discerner celles qui sont des solutions et celles qui ne le sont pas ? Merci beaucoup. Mais en fait, c'est bien sûr la capacité à évaluer le potentiel d'une option d'action. Donc, par exemple, le Haut Conseil pour le climat avait été saisi d'un rapport sur le captage et stockage de carbone dans le contexte industriel français. Quel est le potentiel ? Quel sera le coût ? Quelles sont les limites ? Est-ce que c'est vraiment pertinent par rapport au surcoût énergétique, financier, par rapport à une décarbonation de processus lourds, industriels, sur des processus difficiles à décarboner ? Et notre évaluation, elle montrait un potentiel limité, peut-être 15-20 millions de tonnes par an dans le contexte français, ce qui n'est pas beaucoup en fait par rapport aux émissions actuelles. Et elle montrait que par rapport aux possibilités de construire des ruptures sur des processus industriels, il y a seulement quelques secteurs, probablement les cimenteries, qui seraient probablement les plus susceptibles d'être associés à ce seul levier d'action de décarbonation par rapport à d'autres outils, notamment sur les process industriels. Et donc je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est arriver à montrer dans une vision d'ensemble de leviers d'action qui existent, la place possible pour ne pas aussi laisser la place à des discours qui vont faire croire qu'on va être capable de capter et stocker le carbone de tous les secteurs d'activité d'une manière économiquement viable et qui s'imposera, ça n'est pas le cas. Et quand on regarde dans le monde, les projets aujourd'hui de captage, stockage de carbone, ils concernent même pas 1% en fait de la production ou l'utilisation d'énergie fossile. Donc on voit qu'il y a une niche, mais qui reste très limitée. Et puis l'autre question, c'était les outils type IA ou d'autres approches technologiques. Tout ce qui va permettre d'être au service de l'efficacité globalement, que ce soit sur les pratiques agricoles ou la gestion des systèmes urbains ou la gestion des systèmes industriels, c'est un levier d'action positif. Par contre, on a énormément d'effets rebonds possibles. Et puis on a aussi, en fait, quand on augmente la capacité à mobiliser des données,
des effets d'usage qui ne sont pas des effets de décarbonation, mais des effets de loisirs ou autres, dont on sait qu'ils sont souvent associés à des effets rebonds extrêmement importants. Et donc, par exemple, dans mon domaine, sciences du climat, que je connais le mieux, nous, on a une réflexion sur ne pas aller vers, par exemple, les modèles de climat avec la plus haute résolution possible, les jumeaux numériques de la Terre à 1 km de résolution, mais d'arriver à utiliser au maximum les outils d'intelligence artificielle, les émulateurs, pour valoriser au maximum le temps de calcul et apporter des réponses sur de la recherche fondamentale sur le climat, les processus des nuages ou la dynamique atmosphérique, sans passer par quelque chose qui va être le plus consommateur de données, alors que techniquement, c'est possible. Donc c'est pour moi vraiment la question de quelle est la stratégie la plus intelligente, quel est le meilleur usage que l'on peut faire de ces options, mais dans une réflexion d'ensemble par rapport à d'autres dimensions qui sont importantes. Merci. J'en profite pour glisser que le 5 mars, nous organisons au Collège des Humanités une rencontre autour de IA et climat avec trois experts. Donc on pourra continuer évidemment cette discussion. Vous trouverez toutes les informations sur le site du Collège des Humanités. Il est 19h, c'est le moment de vous remercier grandement. Valérie Masson-Delmotte, de vous applaudir, je pense. Vous pourrez non seulement dire un dernier mot, mais admirer le travail de Léandre, d'abord, qui a saisi vos interactions. Moi, je voulais juste vous remercier pour l'invitation, bien sûr. Et c'était un plaisir de voir des collègues également que je connais bien. C'est le plaisir de voir dans les écoles d'ingénieurs la mobilisation de tout ce qui est les sciences humaines, sociales, les humanités, justement pour éclairer ce que seront les fonctions d'ingénieur par rapport à ces défis. Et c'est peut-être vous dire à quel point, et vous ne le mesurez pas, à quel point pour chacun d'entre vous ici, vos choix vont compter. Vos choix vont compter. Et ne le sous-estimez pas. Merci. Merci beaucoup. Alors, Léandre. Bon, alors, j'étais dans un rôle tout à coup d'observatrice, de simplement dessiner ce que je vois, et puis je me suis vite rendu compte que pour dessiner les personnes qui intervenaient dans la salle, c'était un peu plus compliqué parce que je ne vous voyais pas du tout. Donc, j'ai pris quelques personnes un peu au hasard, et puis comme c'est pas encore tout à fait démocratique, il y a une personne qui parle un peu plus que d'autres. Voilà. Alors, il y en a une qu'on reconnaît. Peut-être deux, d'ailleurs. Mais effectivement, non, des intervenants sont là. Super. Vous vous reconnaissez? Vous pouvez lever la main si vous vous voyez. Ou vous dénoncez votre voisin, voisine, que vous avez repéré. Bravo. Super, merci beaucoup, Léandre Ackermann. Et merci à vous, chères étudiantes, de votre attention, de votre implication. Merci aux enseignantes et enseignants. Et merci aux professeurs Ambrogio Fasoli, Rudolf Marer, Alexis Berne et Jérôme Chaplaz de leur présentation. Merci encore, Valérie Masson-Delmotte. Et à toute l'équipe organisatrice et technique, évidemment, sans qui vous ne nous entendriez pas. Merci.